Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a eu des élections en Belgique, des élections législatives, suite à la démission du gouvernement mené par Yves Leterme, des élections qui ont été conduites sur fond d'augmentation des tensions entre les populations wallons et flamandes, et surtout du côté flamand, une volonté d'arriver à obtenir plus d'autonomie et d'indépendance du point de vue économique. Bon, la Belgique est un pays qui a eu une longue histoire, mais on ressent en ces moments de plus en plus de tensions et de plus en plus un risque pour la survie même de cet État. Les résultats de ces élections ont été tels qu'aucune claire majorité ne s'en dégage finalement, même si on assiste à une très forte percée du parti indépendantiste, donc des Flamands, et à un écroulement du parti d'Yves Leterme, donc les partis chrétiens démocrates flamands. Par conséquent, nous nous retrouvons aujourd'hui avec un début des présidences belges de l'Union européenne dans un moment dans lequel la Belgique n'a pas de gouvernement. Il y a un gouvernement démissionnaire qui est là pour régler les affaires courantes, et dans la meilleure des hypothèses, un nouveau gouvernement se remplace à partir de septembre voire octobre. Donc c'est effectivement une nouveauté pour l'Union européenne, en sachant que des éléments de nouveautés se sont glissés dans les fonctionnements de l'Union européenne grâce au traité de Lisbonne. Quels sont ces éléments? La création d'une présidence stable de l'Union européenne qui était censée justement éviter ces types de problématiques, la création d'un poste de représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et de sécurité, espèce de ministre des affaires étrangères de l'Union. Ce qui fait que l'importance de la présidence semestrielle est finalement amoindrie. J'ajouterais également qu'il ne s'agit pas d'une première historique. En 2009, on a déjà eu un cas avec la présidence tchèque de l'Union européenne qui avait connu une crise de gouvernement et qui avait été une présidence, somme toute, assez catastrophique. Cela a été déjà arrivé également en Italie en 1996. Lors du semestre des présidences italiennes. La présidence belge est la première présidence à effectivement laisser les relais de la gestion du Conseil européen et de la gestion de la politique étrangère de l'Union au président du Conseil et aux représentants. Si l'on regarde dans les détails les traités de Lisbonne, la présidence tournante continue d'exister, mais uniquement pour les conseils sectoriels, donc la réunion des ministres sectoriels, ça va être le ministre de l'Agriculture, de l'Énergie, etc. Et dans la constitution belge, il faut savoir que certaines de ces attributions, notamment l'agriculture, ce sont des attributions régionales. Par conséquent, c'est aux gouvernements régionaux de la Flandre et de la Wallonie d'assurer la présidence. Donc un puzzle institutionnel très compliqué qui me fait dire que même si ce n'est pas la meilleure solution possible de gérer une présidence semestrielle de l'Union européenne avec un gouvernement démissionnaire, je ne me fais pas trop de soucis sur la capacité de l'Union européenne de mener à bien quand même ces semestres grâce aux innovations du traité de Lisbonne, grâce à l'expérience des Belges. C'est la 12e fois qu'ils prennent la présidence tournante de l'Union européenne. C'est un pays qui a toujours joué un rôle de médiation très important dans les affaires européennes, c'est un pays fondateur. Et donc au final, les répercussions seront moindres grâce justement à la nomination de ces présidents stables qui, de surcroît, est un Belge, Herman Van Rompuy, qui a été Premier ministre belge. En ce qui concerne enfin les priorités de cette présidence belge, il y a des priorités qui sont indiquées désormais par les présidences semestrielles, des priorités qui n'ont plus trop d'essence dans la mesure où c'est au président stable de fixer l'agenda des réunions du Conseil européen. Les priorités qui ont été mises en avant par les gouvernements belges sont d'une meilleure régulation financière, une augmentation de l'occupation en Europe pour contrer les effets de la crise économique, élaborer une position commune européenne pour les prochains sommets de Cancun sur les enjeux du changement climatique et un renforcement de la politique étrangère de l'Union européenne, la poursuite du processus d'élargissement, je dirais du grand classique, mais encore une fois, ce qu'il faut vraiment garder comme message est que grâce au traité de Lisbonne, avec la nomination d'un président stable et d'un nos représentants, les présidences semestrielles ont désormais de moins en moins d'importance. Je crois que les moments clés de ces basculements des pouvoirs a été la volonté de M. Zapatero lors du semestre des présidences espagnoles de l'Union européenne, le premier semestre 2010, d'engager un bras de fer avec la présidence stable pour tenir un sommet entre l'Union européenne et les États-Unis
à Madrid avec Barack Obama, eh bien, telle avait été la tension entre M. Zapatero et M. Van Rompuy que Barack Obama avait préféré tout simplement annuler sa visite. Ça a été un gros échec pour M. Zapatero et dès mon point de vue, ça signait un peu la mort des velléités diplomatiques des présidences tournantes. Donc au final, cet affaiblissement du gouvernement belge pourrait finalement profiter aux institutions stables de l'Union européenne pour nous faire rentrer finalement dans ces nouveaux systèmes. On s'attend à qu'à partir effectivement du 1er juillet de la présidence belge, M. Van Rompuy et Mme Ashton jouent pleinement leur rôle et c'est également la volonté affichée de la part de la présidence belge de l'Union européenne de laisser la gestion totale des dossiers qui leur incombent à ces deux personnalités. Après, est-ce qu'ils vont faire bien ou mal leur travail, on verra en fin de leur mandat. Toujours est-il qu'il s'agissait de l'innovation principale du traité de Lisbonne et que c'est bien que cette innovation puisse être mise en pratique.